Ainsi, l'objet théorique, c'est avant tout cette structure même de la connaissance. Quelles sont les conditions de possibilité de tout objet théorique? C'est cette question qui revient à dégager la structure de l'objectivité, de ce que c'est que être un objet du point de vue théorique. Kant dégage deux éléments essentiels à l'objectivité théorique. Le premier élément appartient à ce qu'il appelle une esthétique. Esthétique veut dire théorie de la sensibilité. Le deuxième élément appartient à ce qu'il appelle une logique, c'est-à-dire ce qui est du domaine non pas de la sensibilité, mais de la pensée. Esthétique et logique sont ici conçus en un sens transcendantal, c'est-à-dire que on s'intéresse non pas à la sensibilité dans sa dimension empirique, aux cinq sens, ni à l'esprit dans sa dimension empirique, c'est-à-dire tel ou tel usage de l'esprit, tel ou tel concept empirique, comme celui de tel ou tel corps, ce train, ce cendrier, ce mobile donné, etc., etc. Mais on s'intéresse, dans l'esthétique transcendantale, à la structure a priori de la sensibilité humaine et dans la logique transcendantale au concept a priori de la pensée. Du point de vue de l'esthétique transcendantale, Kant dégage deux formes pures a priori de la sensibilité, à savoir l'espace et le temps. Nous avons déjà rencontré espace et temps dans le système idéaliste leibnizien. De quoi s'agit-il ici? Il s'agit en fait de la condition sous laquelle tout objet peut être pensé en tant qu'objet extérieur. Autrement dit, dès lors que je vais penser une extériorité, cette extériorité ne sera conçue que comme extériorité spatiale. Autrement dit, qui dit extériorité dit spatialité. Pour dire ça encore autrement, l'espace est la forme du sens externe. Dès lors que je suis affecté par quelque chose que je considère comme étant extérieur, ce qui m'affecte doit être conçu comme spatial. Dans quelle mesure s'agit-il là d'une forme pure a priori? Autrement dit, qu'est-ce qui fait que l'espace est conçu par Kant comme étant une forme, une structure, si vous préférez, pure de la sensibilité humaine? Eh bien, tout d'abord, il faut essayer de saisir ce qu'il appelle espace. L'espace, ce n'est pas l'étendue, ce n'est pas telle portion d'espace. Ce n'est pas non plus la figure, par exemple, une figure géométrique, un triangle, un cercle, un carré, etc.
Qu'est-ce alors? C'est, dans son sens transcendantal, la condition pour que une chose m'apparaisse comme chose extérieure. Autrement dit, c'est ce qui est au principe de toute représentation extérieure. Si vous voulez, c'est le principe même de ce qui est conçu comme une extériorité. Ou encore, c'est l'origine objective de toute représentation déterminée de l'espace. Par représentation déterminée, j'entends cette fois l'étendue, la figure, bref, tous les morceaux d'espace, si l'on peut dire. Pour saisir ce dont il s'agit, vous pouvez faire une petite expérience intellectuelle. Demandez-vous ce qu'il reste une fois que vous avez supprimé dans l'image que vous vous faites de l'extériorité, dans ce que nous percevons, si vous voulez. Que reste-t-il une fois que vous avez supprimé toutes les portions d'espace qu'occupent les différents objets que nous percevons? Il reste en quelque sorte un grand espace vide. Il ne s'agit pas encore là réellement de ce que Kant désigne par forme a priori du sens externe. Mais c'est sans doute ce qui s'en approche le plus. Telle est donc la première forme a priori de la sensibilité, à savoir la forme du sens externe, l'espace. Kant dégage une deuxième forme a priori de la sensibilité, le temps. Le temps, c'est la forme a priori du sens interne. Autrement dit, tout ce qui se passe dans mon esprit, pour être pensé, doit être temporel. Là encore, il ne s'agit pas de telle ou telle portion de temps, il ne s'agit pas de la durée. Il s'agit de la temporalité même, du fait que, pour être pensé, dans la mesure où la pensée elle-même, c'est du temps, quelque chose, dès lors que ça doit être pensé, doit s'inscrire dans le temps. Là encore, je vous invite à faire une petite expérience intellectuelle. Essayez de vous représenter ce que serait une idée qui ne s'inscrive pas dans le temps, qui ne dure absolument pas, si vous préférez. Eh bien, elle n'est pas pensée. Et si elle n'est pas pensée, elle n'existe pas à titre d'idée. Donc, il n'y a rien. Cela revient à dire que le temps est une condition nécessaire, c'est une condition sine qua non de toute pensée. Quel rapport existe entre la forme du sens externe, l'espace, et la forme du sens interne, le temps? Eh bien, il faut tout d'abord remarquer que du point de vue du contenu, c'est-à-dire du point de vue du phénomène, quelque chose de ce qui nous est donné. Cette chose qui nous est donnée extérieurement doit être spatiale, mais elle doit également être temporelle. Autrement dit, l'espace tombe dans le temps, où il est inclus dans le temps en cela que l'espace est soumis au temps. Autrement dit, la forme du sens externe est également nécessairement soumise à la forme du sens interne. La réciproque est-elle vraie? Est-ce que le temps doit être soumis à l'espace? Eh bien non. Autrement dit, je peux
penser quelque chose sans pour autant que cela doive être représenté comme spatial. Alors que si je dois me représenter quelque chose comme spatial, je dois me le représenter dans le temps, donc temporellement. Un exemple de cela, c'est si vous vous représentez un objet quelconque, vous le représentez comme extérieur dans l'espace, mais en tant que c'est représenté, c'est-à-dire présent à la pensée, c'est une idée qui s'inscrit dans le temps. Alors que si vous vous représentez quelque chose qui n'est qu'interne, un sentiment par exemple, ce sentiment est éprouvé dans la durée, donc il s'inscrit dans le temps, mais il ne s'inscrit pas dans l'espace, ce n'est pas un objet spatial. Donc l'espace tombe dans le temps, mais le temps ne doit pas s'inscrire nécessairement dans l'espace. Voilà quelles sont donc les formes pures, a priori, de la sensibilité. Espace et temps. Ces deux formes constituent, selon Kant, la structure de la sensibilité. Donc c'est de mon rapport à une altérité. Qu'en est-il maintenant de la logique transcendantale ? Eh bien, la logique transcendantale se subdivise, selon Kant, en chacune des facultés intellectuelles. Soit l'entendement, c'est-à-dire la faculté des règles. Autrement dit, de l'entendement dépendent ce que Kant appelle des catégories. Par exemple, la causalité. Donc, première faculté, faculté des règles, l'entendement. Deuxième faculté, ce que Kant appelle la faculté des principes, à savoir la raison. La raison, c'est ce qui nous fournit ce que Kant nomme des idées. Mais idées, là, désigne quelque chose de très précis. Chez Kant, l'idée, ce n'est pas toute représentation intellectuelle, c'est des catégories poussées à l'inconditionné. Par exemple, si je prends la catégorie de causalité et que je la pousse à l'inconditionné, c'est-à-dire que je dis que la cause dont je parle est une cause absolument première et qui ne peut elle-même être causée, qui donc va être cause et cause de l'ensemble des effets, eh bien je produis en fait quelque chose comme le concept de Dieu. Qu'est-ce que c'est que Dieu ? C'est la catégorie, c'est d'un certain point de vue, la catégorie de causalité poussée à l'inconditionné, et c'est là une idée. Il y a selon Kant 3 idées essentielles. L'idée de monde, l'idée d'âme et l'idée de Dieu. Donc c'est la raison qui effectue ce passage à l'inconditionné et qui par là même produit les 3 idées spéculatives, Dieu, le monde, l'âme. Troisième faculté, ce que Kant appelle la faculté de juger. La faculté de juger, c'est la faculté qui va me permettre de subsumer un cas particulier sous une loi générale, donc de soumettre, si vous préférez, le particulier à l'universel, ou bien, inversement, à partir d'une pluralité d'éléments donnés, de trouver ce qu'ils ont en commun, autrement dit, de partir d'une multiplicité de particularités pour trouver l'universel auquel ils se soumettent. Donc ce sont là les 3 facultés intellectuelles que Kant
met au jour dans la critique de la raison pure, dans la logique transcendantale de la critique de la raison pure. Quel est l'usage de ces catégories en tant que cet usage nous permet de produire des objets théoriques? Autrement dit, quel est le rôle de ces facultés dans la constitution de l'objectivité théorique? Tout d'abord, il faut examiner le rapport entre la logique et l'esthétique. Kant a en effet, de ce point de vue-là, une thèse majeure, une thèse essentielle, qui est la suivante, et que l'on emprunte plus généralement à une phrase extrêmement connue de la critique de la raison pure, c'est que les intuitions, c'est-à-dire ce qui m'est donné par la sensibilité pure, donc les intuitions sans concept sont aveugles et les catégories, c'est-à-dire ce qui est fourni par la logique, sans intuition, sont vides. Autrement dit, pour faire de la connaissance, pour produire ce qui s'appellera au plein sens de ce terme une connaissance, il faut de l'intuition, donc il faut que l'esthétique y ait un rôle, et il faut des catégories, c'est-à-dire il faut que la logique y ait sa part. Donc la connaissance met en œuvre nécessairement l'esthétique et la logique. Qu'est-ce à dire ? Eh bien, que l'intuition ait besoin des catégories, c'est en quelque sorte un truisme. Pourquoi ? Parce que de l'intuition, toute seule, ce n'est quasiment pas de la pensée. C'est quelque chose y est bien pensé, mais cela n'obéit pas aux règles discursives de la pensée, puisque cette discursivité va être fournie par l'entendement, la raison, la faculté de juger. On pourrait un tout petit peu tempérer cette thèse en disant que l'intuition peut être alliée à de la pensée discursive dans un jugement de perception, et par là avoir un sens. Mais à ce moment-là, nous ne sommes pas dans le jugement de connaissance. Autrement dit, de l'intuition qui serait bien pensée, mais pour laquelle cette pensée ne jouerait pas un rôle très précis, qui est celui de l'application d'une règle stricte, eh bien cela ne produit que de la perception, et non pas un jugement de connaissance. Donc, l'intuition a besoin de l'entendement, la raison, la faculté de juger, pour produire de la connaissance. Sans quoi, elle ne produit au mieux que de la perception. C'est le sens de la phrase « Les intuitions sans concept sont aveugles ». Que signifie à présent « Les catégories sans intuition sont vides ». Eh bien, les catégories, ce sont par exemple des concepts tels que la causalité, tels que la substance,
tels que l'unité, la pluralité, la totalité, tels que le possible, le nécessaire, le contingent. Ces catégories, si on les emploie seules, c'est-à-dire si on les emploie sans faire une application de ces catégories à l'intuition, sont dites vides, c'est-à-dire ce ne sont que des mots. Ce sont des mots qui ont une logique interne, n'est-ce pas ? La logique du concept de causalité, c'est par exemple que l'effet succède toujours à la cause. Donc il y a là quelque chose comme une logique interne de la catégorie. Mais cette logique interne de la catégorie n'entraîne pas de connaissance de quoi que ce soit. Il ne s'agit que d'une logique. Pour que cette logique devienne connaissance réelle, il faut qu'elle soit appliquée à la forme de l'intuition. Et pour être appliquée à la forme de l'intuition, il faut penser l'unité de la catégorie et du temps. Autrement dit, il faut temporaliser les catégories. C'est ce que l'on fait lorsqu'on dit que l'effet doit succéder. Vous voyez que dans le concept de succession, il y a un indice temporel à la cause. C'est ce qui ne se passe pas lorsque, par exemple, nous élevons la catégorie de causalité à l'inconditionné et lorsque nous considérons que Dieu est de toute éternité cause du monde. Donc nous pensons bien à un principe d'engendrement, mais en même temps, nous tentons de l'affranchir du temps. Or, il y a là quelque chose d'illégitime. Par ailleurs, ce qui cherche à être pensé par là, c'est-à-dire la totalité du monde, n'est en fait qu'un mot, car nous ne parvenons pas à concevoir l'unité de la production de cet ensemble qu'est l'univers. Il y a donc dans la thèse kantienne, selon laquelle, pour avoir du sens, pour produire de la connaissance réelle, les catégories doivent s'appliquer à la sensibilité, il y a la critique de la dogmatique. Critique que nous avons déjà rencontrée chez Locke. Selon Kant, toute l'ontologie, c'est-à-dire le discours sur l'être et sur les catégories de l'être, autrement dit, la métaphysique dans ses deux acceptions, la métaphysique générale, c'est-à-dire l'ontologie, l'ensemble des catégories de l'être, et la métaphysique spéciale, c'est-à-dire la métaphysique qui porte sur trois objets particuliers, que sont le monde, l'âme, Dieu. Ces deux niveaux de la métaphysique sont illusoires en tant que connaissance au sens strict. Pourquoi ? Eh bien parce que justement, les concepts qui y sont mis en œuvre ne sont pas unifiés avec les intuitions. Kant condamne ainsi l'ensemble de la métaphysique passée. Autrement dit, pour lui, l'histoire de la métaphysique est d'une certaine façon l'histoire d'une erreur si il s'agit de croire que la métaphysique a jusqu'à présent produit la connaissance des choses. Cependant, la métaphysique passée a une utilité, c'est qu'elle a déployé la logique de ces concepts.
Donc il faut différencier deux thèses. La première thèse, selon laquelle la métaphysique classique, la métaphysique passée, porte sur la connaissance des choses. Elle nous dit ce que c'est que Dieu, elle nous dit ce que c'est que le monde, elle nous dit ce que c'est que la substance. Dans ce cas-là, la métaphysique est illusoire. Et deuxième thèse, la métaphysique, contrairement à ce que a cru faire, n'a pas déployé une connaissance des choses, mais a produit une logique de ses propres concepts. Auquel cas, il faut comprendre toute cette métaphysique passée comme une sorte d'analytique des concepts et des idées. Dans ce cas-là, nous pouvons avoir un usage positif de la métaphysique, en la considérant comme une simple logique. Mais revenons au problème de l'objectivité théorique. Kant entend donc séparer les thèses de la métaphysique passée et le site de la connaissance au sens strict. La connaissance au sens strict et dans son acception théorique suppose d'allier les catégories de l'entendement et les formes de l'intuition pour produire de la connaissance. La thèse essentielle de Kant de ce point de vue-là, outre celle fondamentale de cette unité, c'est que l'entendement régit les autres facultés dans la connaissance théorique. Autrement dit, l'entendement, c'est la faculté qui fournit les règles de la connaissance théorique. L'entendement, si vous voulez, joue là le rôle du monarque dans la connaissance. Il produit la règle, et à cette règle doivent se soumettre les intuitions, mais aussi, d'une certaine façon, la faculté de juger et la raison. La raison va simplement fournir l'horizon de la recherche. C'est ce vers quoi nous nous dirigeons. D'une certaine façon, la thèse kantienne, c'est que tous les scientifiques recherchent Dieu, mais Dieu non pas conçu de façon théologique, Dieu conçu de façon théorique, c'est-à-dire comme le premier principe de l'univers. Donc on cherche une loi fondamentale qui est celle de la production de l'univers. Voilà donc quel est l'horizon de la recherche en physique, par exemple. Et la faculté de juger est aussi soumise à l'entendement, en cela qu'elle doit appliquer la règle donnée par l'entendement pour subsumer, pour comprendre sous le concept, des intuitions qui ont été fournies par la sensibilité. Donc voilà quel est le processus général de l'objectivité théorique.